Mon cœur battait la chamade. Un tambour fou dans ma poitrine, alors que je fonçais à travers les couloirs stériles de l'hôpital. Chaque pas résonnait, amplifiant l'angoisse qui me serrait la gorge. L'odeur d'antiseptique, si familière, et pourtant si étrangère, me rappelait la fragilité de la vie, la mince ligne entre la présence et l'absence. Grand-père. Mon grand-père, mon roc, mon phare dans la tempête, était là, quelque part derrière ses portes blanches, luttant pour sa vie. La nouvelle était tombée comme un coup près, un appel téléphonique glaçant qui avait figé le monde autour de moi. Un accident, une chute. Et maintenant, cette attente insoutenable, cette course contre la montre pour le rejoindre. Je me sentais impuissante, une simple mortelle face à la puissance implacable du destin. Mes mains tremblaient, mes genoux menaçaient de céder, mais une force intérieure me poussait en avant. Une urgence viscérale de le voir, de m'assurer qu'il était encore là, que son regard bleu perçant, plein de malice et de tendresse, ne s'était pas éteint, que son sourire, même fatigué, pouvait encore illuminer la pièce. Chaque seconde qui passait était une torture, un compte à rebours vers l'inconnu, vers un avenir incertain. J'ai aperçu la porte de sa chambre, le numéro 307, et mon souffle s'est coupé. Mon cousin, Marc, était déjà là, debout, son visage grave, ses mains croisées devant lui, une silhouette familière dans cet environnement étrange. Marc, le brillant médecin, celui que grand-père avait toujours admiré, celui qui avait choisi la voie de la guérison, de la science, de la vie. Ironiquement, c'était lui qui était là, au chevet de notre aïeul, tandis que moi, Léa, la rêveuse, l'artiste, je me sentais si démunie face à cette réalité brutale. Il m'a regardée, ses yeux emplis d'une tristesse que je connaissais bien, une tristesse partagée, une douleur silencieuse qui nous liait. Il a esquissé un mouvement, comme pour me prendre dans ses bras, un geste de réconfort, mais j'ai secoué la tête. Pas maintenant. Il fallait que je voie grand-père. Il fallait que je le touche, que je sente sa main dans la mienne, que je lui murmure que j'étais là, que je ne le laisserai pas seul. Jamais. L'urgence de ce contact physique, de cette connexion ancestrale, était primordiale. Une nécessité vitale pour mon âme. J'ai franchi le seuil, le cœur battant à tout, rompre chaque battement résonnant dans mes oreilles. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, les machines émettant des bips réguliers, un rythme artificiel qui tentait de masquer la fragilité de l'existence, la précarité de la vie. Grand-père était allongé, pâle, ses traits, tirés, marqués par la souffrance, mais ses yeux bleus perçants que j'avais toujours connus, étaient ouverts. Il m'a vue. Un éclair de reconnaissance a traversé son regard, suivi d'une ombre, d'une méfiance que je n'avais jamais vue diriger vers moi. Une méfiance froide, presque hostile, qui m'a transpercée comme une lame de glace. J'ai tendu la main, lentement, comme pour ne pas l'effrayer, mon âme entière tendue vers lui, un appel silencieux à notre lien indéfectible, à notre histoire commune. Je voulais lui caresser le front, lui prendre la main, lui apporter un peu de réconfort, lui transmettre toute la force de mon amour, toute la tendresse que je lui portais. Et puis, ces mots qui ont déchiré le silence, qui ont brisé mon cœur en 1000 morceaux, le réduisant en poussière. Sa voix, rauque, à peine audible, mais d'une clarté glaçante, imprégnée d'une douleur ancienne et d'une colère sourde. Ne me touchez pas. Le monde s'est arrêté. Mon bras est resté suspendu en l'air, figé, comme si une force invisible m'avait repoussé, une barrière infranchissable s'était érigée entre nous, un mur de glace. J'ai cligné des yeux, cherchant à comprendre, à déchiffrer le sens de cette phrase, de ce rejet brutal, inattendu, incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi moi? J'étais sa Léa, sa petite fille adorée, celle qu'il avait toujours protégée, choyée, celle qui avait partagé tant de secrets et de rires avec lui, tant de moments précieux. La confusion se mêlait à la douleur, un cocktail amer qui me submergeait, me noyant dans un océan de tristesse. Mon regard s'est tourné vers Marc, qui s'était approché, son visage empreint de confusion et de pitié, un témoin impuissant de cette scène déchirante. Grand-père a suivi mon regard, et ses yeux se sont posés sur Marc, puis sont revenus sur moi avec une intensité nouvelle, une colère sourde, presque une accusation, une condamnation. Juste parce que mon cousin était médecin? Lapon, suite de la phrase, que j'avais entendue tant de fois dans les récits de ma famille, a résonné dans ma tête, une explication cruelle et absurde, mais soudainement limpide, d'une clarté effrayante. Il ne me rejetait pas moi, Léa, la personne,
Il rejetait ce que je représentais à cet instant précis. Une extension du monde médical, un monde qu'il haïssait, qu'il craignait, à cause d'une vieille blessure, d'une tragédie familiale, qui avait marqué son âme à jamais, une cicatrice invisible mais profonde. La présence de Marc, en blouse blanche, avait ravivé des fantômes, et ma simple tentative de contact m'avait transformé en un symbole de cette douleur, de cette trahison passée. La pièce a commencé à tourner. L'air est devenu lourd, irrespirable, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Je n'étais plus sa petite fille. J'étais une menace, une intrusion, une figure associée à une douleur passée, un rappel, vivant de ce qu'il considérait comme une trahison ultime, une blessure incurable. Le poids de cette injustice m'a écrasée, me coupant le souffle, me laissant pantelante. Comment pouvais-je le rassurer, lui montrer que j'étais là par amour inconditionnel et non par profession, quand il me voyait déjà à travers le prisme de ses propres démons, de ses traumatismes non résolus, de ses peurs les plus profondes? Les larmes ont commencé à monter, brûlantes, piquant mes yeux, mais je les ai ravalées avec force, avec une détermination farouche. Pas ici, pas maintenant. Je devais être forte. Pour lui. Même s'il me repoussait avec une violence émotionnelle inouïe, même s'il me brisait le cœur. Marc a posé une main sur mon épaule, un geste de soutien silencieux, lourd de sens, un signe de sa compréhension. Il comprenait. Il avait vécu cette haine, cette méfiance, toute sa vie. Il était le médecin, celui qui portait le poids de cette histoire, de cette rancœur familiale, une cible constante de la douleur de grand-père, une victime innocente. Et maintenant, par association, par le simple fait d'être sa cousine, je la portais aussi. C'était absurde, insensé, une logique tordue par le chagrin, par la souffrance. Mais la douleur de grand-père était si profonde, si enracinée, qu'elle déformait sa perception, transformant l'amour en rejet, la sollicitude en menace, la tendresse en hostilité. Je me suis reculée, laissant l'espace entre nous, un espace que je n'aurais jamais cru voir s'installer, un abîme que je ne savais pas comment combler, comment franchir. Le silence est revenu, pesant, lourd de non-dits, de souffrances anciennes, de secrets jamais vraiment révélés, de vérités enfouies. J'ai regardé grand-père, ses yeux fixés sur le plafond, son corps frêle, sa respiration laborieuse, chaque souffle une lutte, un combat. Il était là, physiquement présent, mais il était aussi ailleurs, prisonnier de ses souvenirs, de ses peurs, de son passé qui le hantait, qui le torturait. Et moi, je me tenais là, impuissante, incapable, de briser le mur invisible qu'il avait érigé entre nous, un mur fait de chagrin et de ressentiment, de douleur et de méfiance. C'était le début d'une épreuve, non seulement pour sa santé physique, mais pour notre relation, pour l'âme de notre famille, pour notre avenir. Comment guérir un corps quand l'esprit est empoisonné par le passé, par des fantômes qui refusent de lâcher prise, qui s'accrochent avec acharnement? Comment reconstruire un lien quand la confiance est brisée par une association involontaire, par une blessure qui n'a jamais été soignée, qui saigne encore? Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, de doutes et de douleurs, mais je ne pouvais pas abandonner. Pas mon grand-père. Pas maintenant. L'amour que je lui portais était un feu ardent, une flamme qui refusait de s'éteindre, même face à ce vent glacial de rejet, même face à cette tempête de douleur. Je suis restée là, silencieuse, observant chaque mouvement de sa poitrine, chaque frémissement de ses paupières, cherchant le moindre signe de l'homme que je connaissais, de l'homme que j'aimais. Marc s'est éloigné discrètement, me laissant seule avec mes pensées, avec le poids de ce rejet inattendu, de cette incompréhension déchirante. Le temps s'est étiré, chaque minute une éternité, chaque seconde une torture. Je me suis remémoré les moments passés avec lui, les histoires qu'il me racontait au coin du feu, les rires partagés lors de nos promenades dans la campagne, les leçons de vie qu'il m'avait inculquées avec tant de sagesse et de patience. Comment cet homme si aimant, si protecteur, pouvait-il me repousser avec une telle froideur, une telle violence, une telle injustice? La réponse était là, dans cette phrase, dans cette association involontaire avec le monde médical, un monde qu'il avait maudit après la perte de sa femme, ma grand-mère, son grand amour. Son grand amour. Il fallait que je trouve un moyen de le rejoindre, de percer cette carapace de méfiance, de briser les chaînes de son passé, de le libérer de ses démons. Mais comment? Comment briser des années de rancœur, de douleur, de traumatisme, enfouis si profondément qu'ils avaient altéré sa perception de la réalité, qu'ils l'avaient transformée?
La tâche semblait insurmontable, une montagne à gravir à main nue, sans aucun espoir. Mais l'amour que je lui portais était plus fort que tout, une force motrice qui me poussait à ne jamais abandonner, à ne jamais renoncer. Je ne pouvais pas le laisser sombrer dans cette solitude, dans cette haine qui le rongeait de l'intérieur, qui le consumait. Je devais me battre, pour lui, pour nous, pour la mémoire de ma grand-mère, pour la paix de son âme. Le souvenir de ma grand-mère, sa femme, est revenu à mon esprit avec une clarté douloureuse. Elle était morte à l'hôpital, des années auparavant, après une longue maladie, une bataille perdue contre un ennemi invisible, impitoyable. Grand-père n'avait jamais pardonné aux médecins, les accusant de ne pas l'avoir sauvée, de l'avoir laissé partir, de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir tout tenté. C'était une douleur profonde, une blessure ouverte qui n'avait jamais cicatrisé, une cicatrice invisible qui le torturait chaque jour, chaque nuit. Et Marc, son petit-fils, avait choisi de devenir l'un d'eux, un chirurgien, un homme de science, un homme de l'art de guérir. Une trahison, à ses yeux, un rappel constant de sa perte, de son impuissance. Et maintenant, moi, Léa, j'étais associée à cette trahison, à cette douleur, par le simple fait d'être présente dans cet environnement médical, par le simple fait d'être sa petite fille. C'était une situation absurde, illogique, mais la douleur n'est jamais rationnelle. Elle déforme la réalité, crée des monstres là où il n'y en a pas, transforme les êtres aimés en symboles de souffrance, en ennemis. Et mon grand-père était prisonnier de ses propres monstres, de ses propres démons intérieurs, de ses peurs les plus profondes. Je devais le libérer. Mais comment? Comment le convaincre que je n'étais pas l'ennemi, que j'étais là pour lui, par amour pur et désintéressé, et non par profession ni par association? Comment lui faire comprendre que mon cœur était rempli de tendresse, et non de jugement? Je me suis approchée de la fenêtre, regardant la ville s'étendre sous la nuit parisienne. Les lumières scintillaient, indifférentes à mon désarroi, à la tempête qui faisait rage en moi, à mon cœur brisé. Le monde continuait de tourner, tandis que le mien s'était effondré, laissant place à un vide abyssal, à une solitude écrasante. Mais au fond de moi, une étincelle de détermination s'est allumée, une résolution inébranlable, une flamme vacillante mais tenace. Je ne pouvais pas le laisser partir ainsi, avec cette haine dans le cœur, avec cette blessure non cicatrisée. Je devais trouver un moyen de le guérir, non seulement de ses blessures physiques, mais aussi de ses blessures invisibles, de son âme tourmentée. La nuit serait longue, mais l'espoir, fragile, persistait, une promesse lointaine. Deuxième topic, les jours qui ont suivi ont été un mélange étrange d'espoir et de désespoir, une danse délicate entre la lumière et l'ombre, entre la résignation et la détermination. Grand-père restait distant, ses yeux fuyant les miens, chaque fois que j'essayais de l'approcher, comme s'il craignait que mon contact ne ravive une douleur insupportable, une blessure trop profonde. Marc, lui, était d'un soutien inconditionnel, un pilier dans cette tempête, me guidant à travers les méandres du protocole hospitalier, m'expliquant les termes médicaux complexes avec une patience infinie et surtout partageant avec moi le poids de cette situation, le fardeau de cette rancœur familiale qui pesait sur nous tous. Il était le seul à comprendre vraiment la profondeur de la blessure de grand-père, car il en était la manifestation vivante, le rappel constant de la profession maudite, de la tragédie passée. Nous passions des heures à son chevet, Marc, s'occupant de ses soins physiques avec une dextérité professionnelle, une rigueur scientifique, moi, essayant de lui parler, de lui lire ses livres préférés, de lui raconter des anecdotes de notre enfance, des souvenirs joyeux et insouciants qui, je l'espérais, pourraient percer sa carapace de douleur et de méfiance, faire fondre la glace autour de son cœur. Mais rien n'y faisait. Chaque tentative de rapprochement se heurtait à ce mur invisible, à ce regard vide, à cette phrase obsédante qui résonnait dans ma tête, me hantant « Ne me touchez pas ». Un après-midi, alors que Marc était parti pour une consultation urgente, me laissant seule avec grand-père, le silence est devenu assourdissant, presque palpable, lourd de non-dits. J'ai pris une chaise et je me suis assise près de son lit, sans rien dire, juste en observant, en respirant le même air que lui. J'ai juste regardé ses mains fortes et noueuses qui m'avaient porté enfant, qui m'avaient appris à pêcher dans la rivière derrière la maison, à sculpter le bois avec des outils simples, à construire des rêves. Des mains qui, maintenant, semblaient si fragiles, si inertes, comme si toute la vie les avait quittées, comme si elles n'avaient plus de force. Une idée a germé dans mon esprit, une étincelle d'espoir dans l'obscurité, une lumière vacillante mais persistante. Une idée folle peut-être, mais je devais essayer. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, impuissante face à sa souffrance.
Grand-père, ai-je commencé? Ma voix à peine un murmure, tremblante d'émotion mais ferme dans sa détermination, puisant dans mes tripes. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu as mal. Et je sais que tu penses que je suis comme eux, comme ces personnes qui, selon toi, t'ont enlevé grand-mère, qui t'ont laissé seule. J'ai fait une pause, le cœur battant, attendant une réaction, le moindre signe de vie, d'écoute, de compréhension. Rien. Son regard restait fixé sur le plafond, mais je sentais sa présence, son souffle régulier, une écoute attentive. Mais je ne suis pas eux, je suis Léa, ta Léa, et je suis là pour toi. Pas pour te soigner, pas pour te piquer, pas pour te donner des médicaments que tu ne veux pas. Je suis là pour t'aimer, pour te rappeler qui tu es, pour te tenir là, main si un jour tu me le permets, pour être simplement là. J'ai continué, ma voix se faisant plus forte, plus assurée, puisant dans les profondeurs de mon amour inconditionnel pour lui, dans les souvenirs qui nous liaient, dans la force de notre lien. Je me souviens, grand-père, quand tu m'as raconté l'histoire de grand-mère. Comment elle est tombée malade, cette maladie insidieuse qui l'a emportée si vite, si injustement. Comment tu as passé des nuits entières à son chevet, veillant sur elle, priant pour qu'elle guérisse, pour qu'un miracle se produise, pour qu'elle reste à tes côtés. Et comment tu as senti que les médecins n'avaient pas fait assez, que leurs efforts étaient vains, que c'était de leur faute si elle était partie, si elle t'avait laissé seule, si ton monde s'était effondré. Les yeux de grand-père ont légèrement bougé, un signe infime, presque imperceptible, mais un signe quand même. J'ai senti une lueur d'espoir, une brèche dans le mur, une fissure dans sa carapace. Je sais que tu as souffert, grand-père. Je sais que cette perte t'a brisé, t'a laissé un vide immense dans le cœur, une douleur lancinante. Et je sais que tu as reporté cette douleur, cette colère, sur Marc, et maintenant sur moi, par simple association, par un mécanisme de défense. Mais Marc n'est pas responsable de ce qui est arrivé à grand-mère. Il n'était qu'un enfant à l'époque. Un petit garçon innocent, incapable d'agir. Et moi, je n'étais même pas née. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de mes mots, leur vérité. La médecine a ses limites, grand-père. Parfois, même les meilleurs médecins, avec toute leur science et leur dévouement, ne peuvent rien faire face à la fatalité, face à la mort. Ce n'était pas de leur faute. Ce n'était la faute de personne. C'était la maladie, une force implacable que personne ne pouvait contrôler, une tragédie inévitable. J'ai vu une larme rouler sur sa joue, une larme solitaire, brillante, qui traçait un chemin sur sa peau pâle et ridée, un signe de sa souffrance. C'était la première fois que je le voyais exprimer une émotion aussi brute, aussi profonde, depuis son accident. Mon cœur s'est serré, un mélange de tristesse et d'une joie fragile, d'une tendresse infinie. Je sais que tu as besoin de pardonner, grand-père. Pas au médecin, pas à Marc, pas à moi, mais à toi-même. Pardonner d'avoir cru que tu aurais pu faire plus, d'avoir porté ce fardeau de culpabilité. Pardonner d'avoir porté ce fardeau de colère et de chagrin pendant toutes ces années. Une colère qui t'a emprisonné, qui t'a empêché de vivre pleinement. Je me suis levée et j'ai posé ma main sur la sienne, doucement, sans le toucher vraiment, juste au-dessus de sa peau, comme pour lui laisser le choix de me repousser, de rompre ce contact imminent, cette connexion fragile. Il n'a pas bougé. Son regard était toujours fixé sur le plafond, mais je sentais une présence, une écoute attentive, une réceptivité nouvelle, une ouverture. Je ne te demande pas de m'aimer, grand-père. Je te demande juste de me laisser être là, de me laisser te tenir compagnie, de me laisser te raconter des histoires, de me laisser te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu as une famille qui se soucie de toi, qui est là pour toi. Les jours se sont transformés en semaines, chaque jour apportant son lot de petites victoires et de moments de doute, de progrès et de régression. Grand-père a commencé à se rétablir physiquement, lentement, mais sûrement, une force inattendue revenant dans son corps frêle, une lueur d'espoir. Les infirmières et les médecins étaient impressionnés par sa résilience, par sa capacité à se battre, à vouloir vivre. Mais émotionnellement, il restait un mur, une forteresse imprenable, un cœur fermé, sauf avec moi. Après cette conversation, quelque chose avait changé. Il ne me repoussait plus avec la même violence, la même hostilité. Il ne me regardait plus avec cette haine,
Il me laissait lire, me laissait parler, me laissait être présente. Il ne me touchait pas, et je ne le touchais pas, mais la distance émotionnelle s'était réduite. Un pont invisible se construisait entre nous, un lien fragile, mais réel. Marc a remarqué le changement, ses yeux s'illuminant d'espoir, d'une joie contenue. Je ne sais pas ce que tu as fait, Léa, mais il t'écoute. C'est un miracle, une percée incroyable, une victoire inespérée. J'ai souri tristement, le cœur serré, mais rempli de gratitude. Ce n'est pas un miracle, Marc, c'est de l'amour et de la vérité, enfin prononcée, enfin acceptée. Nous avons commencé à travailler ensemble, Marc et moi, une équipe, improbable mais efficace, un duo complémentaire. Il s'occupait des soins médicaux, des traitements, des médicaments, et moi, des soins de l'âme, de l'esprit, du cœur. Je lui lisais des poèmes, des romans d'aventure qu'il aimait tant, des récits de voyages lointains, des histoires qui le faisaient rêver. Je lui racontais des blagues, même si son visage restait impassible, je savais qu'il écoutait, qu'il appréciait. Je lui parlais de la vie à l'extérieur, des saisons qui passaient, des nouvelles du quartier, des petits événements qui rythmaient notre quotidien. Je devenais ses yeux et ses oreilles sur le monde qu'il avait laissé derrière, lui un lien avec la réalité, avec la vie. Un matin, alors que je lui lisais un passage de son livre préféré, Le Petit Prince, un livre qu'il m'avait offert enfant, un trésor de sagesse, il a toussé, une toux sèche. J'ai levé les yeux, inquiète, mon cœur manquant un battement, la peur me saisissant. Il m'a regardée, et pour la première fois depuis des semaines, il y avait une lueur dans ses yeux, une étincelle de l'ancien grand-père, de l'homme que je connaissais, de l'homme que j'aimais. « Continue, Léa », a-t-il murmuré, sa voix plus claire, plus forte, presque comme avant, pleine de vie. Mon cœur a bondi de joie. C'était un progrès, un immense progrès, une victoire inespérée, un signe que nous étions sur la bonne voie. Nous avons continué ainsi, jour après jour, patientes et déterminées, ne lâchant rien. Les conversations sont devenues plus longues, plus profondes, plus personnelles, plus intimes. Il a commencé à me poser des questions sur ma vie, sur mes projets, sur mes rêves, sur mes aspirations. Il a même ri une fois, un rire rauque, un peu rouillé, mais un rire quand même, qui a rempli la pièce d'une mélodie oubliée, d'une joie retrouvée. C'était comme si le mur s'effritait, brique par brique, révélant l'homme qu'il était vraiment, l'homme que j'avais toujours connu. La douleur était toujours là, enfouie, une cicatrice invisible, mais elle ne le contrôlait plus entièrement, elle ne le définissait plus. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, le cœur lourd de le laisser seul, il m'a appelé. « Léa ?» J'ai fait demi-tour, le cœur battant à tout rompre, une anticipation fébrile, une espérance. « Oui, grand-père. » Il a tendu sa main, lentement, hésitant, comme s'il craignait d'être repoussé, comme si c'était un geste interdit. Sa main tremblait légèrement, mais sa détermination était palpable, visible. « Tiens, tiens ma main. » Mon souffle s'est coupé. C'était la première fois qu'il me demandait de le toucher. La première fois qu'il brisait cette interdiction qu'il avait lui-même imposée, cette barrière de douleur, cette prison émotionnelle. J'ai tendu ma main, mes doigts, effleurant les siens. Son contact était fragile, délicat mais réel, tangible, plein de sens. Une chaleur s'est propagée en moi, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de sa peau, mais avec la reconnexion de nos âmes, la réparation d'un lien brisé, la guérison d'une blessure profonde. J'ai serré sa main doucement, sentant la force de son amour, de son pardon, de sa rédemption, de sa libération. Les larmes ont coulé cette fois, des larmes de soulagement, de gratitude, de joie pure, inondant mon visage, lavant la douleur. « Je suis désolée, Léa », a-t-il murmuré, ses yeux embués de larmes, le regard fixé sur nos mains jointes. Un aveu. « Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Je suis désolée d'avoir été si aveugle, si injuste, si cruelle. » J'ai secoué la tête, incapable de parler, submergée par l'émotion, par la beauté de ce moment, par la force de son pardon. « Ce n'est rien, grand-père. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu sois là, que tu aies retrouvé la paix. » Ce moment a marqué un tournant décisif. À partir de ce jour, grand-père a commencé à guérir vraiment, profondément. Non seulement son corps, qui retrouvait ses forces, mais aussi son esprit, qui se libérait de ses chaînes, de ses démons. Il a commencé à parler de grand-mère, de ses souvenirs, de sa douleur, mais cette fois, sans la colère, sans le ressentiment,
avec une sérénité nouvelle, une acceptation. Il a même parlé à Marc, s'excusant de l'avoir traité si durement, de l'avoir tenu responsable d'une tragédie qu'il n'avait pas causée, d'une douleur qu'il n'avait pas infligée. Marc, ému aux larmes, l'a serré dans ses bras, un geste que grand-père a accepté sans hésitation, un signe de pardon mutuel, de réconciliation. La famille s'est réunie autour de lui, soulagée, heureuse de retrouver l'homme qu'ils avaient perdu, l'homme qu'ils aimaient tant. Les visites sont devenues plus fréquentes, les rires ont rempli la chambre, chassant le silence pesant, la tristesse. L'hôpital, autrefois un lieu de souffrance et de peur, est devenu un lieu de réconciliation, de guérison, de retrouvailles, de joie. J'ai compris alors que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté, vers la paix intérieure. La vérité sur nos peurs, sur nos blessures, sur nos erreurs, sur les non-dits qui nous emprisonnent. Grand-père avait porté un lourd fardeau pendant des années, un fardeau qu'il avait coupé du monde, de ceux qui l'aimaient le plus. Et en brisant ce silence, en affrontant ses démons, en acceptant la réalité de sa douleur, il avait trouvé la paix, une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies, une paix profonde et durable. Marc et moi sommes devenus encore plus proches, liés par cette épreuve partagée, par cette victoire. Nous avions partagé cette lutte pour ramener grand-père à la vie, pour le libérer de ses chaînes invisibles. Il m'a raconté des histoires, de son travail, des défis qu'il rencontrait, des vies qu'il sauvait, des miracles qu'il accomplissait chaque jour. Et j'ai compris que la médecine n'était pas l'ennemi, mais un outil, une science au service de l'humanité, une vocation noble, un don. Grand-père a finalement pu rentrer chez lui, un jour ensoleillé, accueilli par toute la famille, par des bras ouverts. Sa maison, autrefois silencieuse et vide, a retrouvé sa chaleur, sa vie, ses rires, sa joie. Nous avons passé des heures à parler, à rire, à rattraper le temps perdu, à construire de nouveaux souvenirs, à tisser de nouveaux liens. Il m'a raconté de nouvelles histoires, des histoires de sa jeunesse, des aventures que je n'avais jamais entendues, des leçons, de vie qu'il partageait avec une sagesse renouvelée, une perspective nouvelle. Et chaque fois qu'il me regardait, il y avait cette lueur dans ses yeux, une lueur d'amour, de gratitude, de pardon, de paix retrouvée, de sérénité. Troisième topic. Retour de grand-père à la maison n'était pas seulement un soulagement, c'était une renaissance, un nouveau chapitre qui s'ouvrait pour nous tous. Chaque jour était une nouvelle page, écrite avec des rires, des conversations profondes et une tendresse retrouvée, une connexion plus forte que jamais. Il avait retrouvé sa place, non pas seulement dans la maison, mais dans le cœur de chacun, une place qu'il avait failli perdre à cause de son chagrin enfoui, de sa colère. Je passais le plus clair de mon temps avec lui, l'aidant à se réadapter à son environnement familier, mais surtout, profitant de chaque instant, de chaque mot, de chaque silence partagé, de chaque regard échangé. Nous nous promenions dans le jardin, il me montrait ses rosiers, me parlait de chaque fleur comme si elle avait une âme, une histoire à raconter. Il me racontait ses souvenirs de guerre, les horreurs qu'il avait vues, les camarades perdus, mais aussi la camaraderie, l'espoir qui persistait même dans les moments les plus sombres, la force de l'esprit humain. Ces histoires, autrefois teintées, d'une mélancolie lointaine, d'une douleur sourde, étaient maintenant racontées avec une clarté nouvelle, une acceptation sereine, une paix intérieure. Une paix intérieure. Marc venait nous voir régulièrement, non plus comme le médecin, le professionnel de la santé, mais comme le petit-fils aimant, le membre de la famille. Il apportait des gâteaux, des fleurs, et surtout, son écoute attentive, sa présence, réconfortante. Grand-père et lui avaient développé une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel et une compréhension profonde, une connexion inattendue. Ils parlaient de tout, de la vie, de la mort, de la science, de la foi, de l'avenir. C'était fascinant de les voir échanger. 2 générations, 2 mondes, unis par un lien de sang et une épreuve partagée, une expérience qui les avait transformés. Marc m'a confié un jour, les yeux brillants d'émotion. « Tu sais, Léa, je n'aurais jamais cru que grand-père me pardonnerait. J'avais accepté cette haine comme une fatalité, comme une partie de notre histoire. Mais tu as brisé le cycle. » Ces mots m'ont touché au plus profond de mon être. Je n'avais pas agi pour briser un cycle, mais par amour pur et désintéressé. Et parfois, l'amour est la seule force capable de déplacer des montagnes, de guérir les blessures les plus profondes.
La famille entière a été transformée par cette épreuve. Les non-dits, les rancœurs, les petites jalousies qui avaient dominé nos relations pendant des années, tout cela semblait s'être évaporé, dissipé comme de la fumée. Nous nous parlions plus ouvertement, plus honnêtement, plus sincèrement. Nous nous écoutions vraiment, avec attention et empathie. Les repas de famille, autrefois tendus et silencieux, remplis de sous-entendus, sont devenus des moments de joie, de partage, de rires bruyants, de célébration. Chloé, ma cousine, qui avait toujours été un peu distante, un peu réservée, s'est rapprochée de moi. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours admiré ma force, ma détermination, ma capacité à ne jamais abandonner. Nous avons passé des heures à discuter, à partager nos rêves, nos peurs, nos espoirs. C'était comme si une nouvelle famille était née des cendres de l'ancienne, une famille plus forte, plus unie, plus authentique, plus aimante. Grand-père, lui, était devenu un sage, un véritable philosophe. Il parlait de l'importance du pardon, de la nécessité d'affronter ces démons, de ne jamais laisser la douleur nous consumer, nous emprisonner. Il était la preuve vivante que la guérison est possible, même après des années de souffrance, même après des décennies de chagrin. Il m'a dit un jour en me serrant la main, son regard plein de tendresse. « Léa, tu m'as sauvée. » Non, pas de la mort, mais de la vie sans amour, d'une vie vide de sens. Ces mots m'ont bouleversée, me laissant sans voix. Je n'avais jamais imaginé l'impact de mes actions, de ma simple présence. J'avais juste suivi mon cœur, mon intuition, mon amour pour lui. Ma propre vie a également changé, profondément et durablement. Cette expérience m'a appris la valeur de la compassion, de l'écoute, de la patience, de la résilience. J'ai réalisé que l'art, ma passion, ma vocation, pouvait aussi être un moyen de guérir, de connecter les âmes, de raconter des histoires qui touchent le cœur, qui inspirent. J'ai commencé à peindre des portraits de grand-père, capturant la lumière retrouvée dans ses yeux, la sérénité sur son visage, la sagesse de son regard. Chaque coup de pinceau était un hommage à sa résilience, à notre amour, à notre histoire, à notre victoire. 1 an plus tard, grand-père a célébré ses 90 ans. La maison était pleine à craquer, remplie de rires, de musique, de l'odeur de bons petits plats, de joie. Il était assis au centre de la pièce, rayonnant, entouré de tous ceux qu'il aimait, de toute sa famille. Marc était là, sa femme et ses enfants. Chloé avec son nouveau petit ami. Ma tante Isabelle, mon oncle Thomas. Toute la famille, unie, joyeuse, célébrant la vie. Grand-père s'est levé avec un peu d'aide et a levé son verre. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, sa voix claire et forte, pleine d'émotion. Un toast à la vie, à l'amour, au pardon. Et à ma petite fille, Léa, qui m'a rappelé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, une lumière qui brille. Elle m'a appris que la vraie guérison ne vient pas seulement des médicaments, des traitements, mais du cœur, de l'âme, de l'amour. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une tendresse infinie, d'une gratitude profonde. Merci, ma Léa. Merci de ne pas m'avoir abandonnée, de ne pas avoir renoncé à moi. Les larmes ont coulé sur mon visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de pure joie, de bonheur absolu. J'ai serré grand-père dans mes bras, sentant la chaleur de son corps, la force de son étreinte, la douceur de son amour. Il n'y avait plus de mur entre nous, juste de l'amour, pur et inconditionnel. Cette histoire, notre histoire, est devenue un témoignage de la puissance de l'amour familial, de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à pardonner, à guérir. Elle m'a appris que les blessures les plus profondes peuvent cicatriser, que les secrets les plus lourds peuvent être révélés sans tout détruire, et que la vérité, même amère, est toujours le chemin vers la liberté, vers la paix. Je suis Léa, et j'ai appris que parfois, pour guérir les autres, il faut d'abord les écouter, comprendre leur douleur, et leur offrir un amour inconditionnel, même quand ils vous repoussent. Car au fond, c'est ce que nous cherchons tous. Être vus, être entendus, être aimés, malgré nos faiblesses et nos peurs. Et parfois, il suffit d'une main tendue, d'un mot juste, d'un regard bienveillant, pour changer une vie. La mienne a été changée à jamais par cette épreuve, et je suis reconnaissante pour chaque leçon, chaque larme, chaque sourire, chaque instant partagé. La vie continue, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, mais je sais maintenant que je peux affronter n'importe quelle tempête tant que j'ai l'amour de ma famille et la force de la vérité. Et mon grand-père, mon héros, est toujours là, à mes côtés, un rappel vivant que l'espoir ne meurt jamais et que le cœur,
a des capacités de guérison infinies, insoupçonnées, soupçonnées.